Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Ackermann et je suis coach conférencier en leadership positif. Le leadership positif, c'est la mise en place dans les entreprises d'un management basé sur le bonheur, le bien-être et l'optimisme. Bienvenue sur cette formation pour entrepreneurs qui s'appelle « Pour réussir, doper votre optimisme ». Mais avant, je voudrais vous raconter une histoire, mon histoire. À 26 ans, j'ai été embauché dans une mutuelle de 75 salariés comme commercial. À 26 ans et demi, j'ai été directeur commercial de cette société. Et à 27 ans, soit un an après mon embauche, j'ai été nommé directeur général de cette même société. Alors j'étais bien évidemment très fier d'avoir été nommé directeur général d'une société de 75 salariés, mais je ne savais pas pourquoi en fait j'avais été nommé. En fait, si j'avais été choisi parmi d'autres candidats, c'est parce que la société était en faillite et que le conseil d'administration s'était dit « je ne vais pas appeler des personnes de 40, 45 ans plus expérimentées que je vais mettre au chômage quelques mois plus tard. Je préfère travailler avec ce jeune qui est là dans l'entreprise, qui a envie de le faire, et puis on verra bien. S'il réussit, c'est parfait, et s'il échoue, de toute façon, c'est dans l'ordre des choses. » Alors vous savez, à 27 ans, on a peu de compétences managériales, mais j'avais deux convictions fortes que j'ai toujours. La première conviction, c'est que le rôle d'un chef d'entreprise, bien sûr, c'est de développer son entreprise, mais c'est aussi de faire en sorte que ses collaborateurs soient bien. Faire ses collaborateurs aient envie de venir travailler. Faire que ses collaborateurs soient heureux dans l'entreprise. Et j'ai mis en place beaucoup de management basé sur le bien-être au travail, basé sur le bonheur au travail. Mon objectif était que mes salariés, le matin, quand ils viennent travailler, soient heureux de venir, et quand ils partent le soir, rejoindre leur conjoint, soient heureux de partir et de dire au conjoint, voilà, on fait un bon job, on est en train de redresser, de développer une société. Et puis la deuxième conviction que j'avais et que j'ai toujours, c'est qu'un dirigeant doit être optimiste. Comment effectivement redresser ou développer une entreprise si ce dirigeant-là n'est pas optimiste? Vous imaginez le matin arrivant en disant « on ne va pas y arriver ». C'est compliqué. Impossible de redresser une société. Impossible de développer une société. Alors je voudrais vous montrer, pendant cette formation, comment en un an avec ces deux convictions, nous avons pu redresser une société dont on nous disait qu'elle était en faillite. Et comment, par la suite, en agrégeant d'autres sociétés, j'ai pu être le dirigeant d'un groupe de plus de 350 salariés, basé sur un management de l'optimisme et du bien-être. Cette formation que l'on va vivre maintenant, c'est ces clés-là. Comment effectivement développer votre entreprise avec des clés de bien-être et surtout d'optimisme. Alors, quelle est la définition de l'optimisme? L'optimisme, c'est d'abord comment je lis le monde qui nous entoure, et ensuite c'est un état d'esprit. Alors, comment un chef d'entreprise optimiste lit le monde? D'abord, sommes-nous en crise ou sommes-nous en changement? Tout le monde sait que nous sommes dans un changement fondamental de société, changement fondamental d'économie, changement fondamental d'écologie, de social, et que bien sûr ce changement rapide avec la technologie entraîne des crises. Donc j'ai deux lectures de ce monde. Soit je regarde un monde où c'était mieux avant, soit je me dis je vais travailler dans ce monde qui évolue. Ces deux lectures vont permettre d'être dans l'optimisme ou dans le pessimisme. C'était mieux, pessimiste, c'est bien demain, optimiste, je regarde la menace plutôt que l'opportunité, je regarde le négatif plutôt que le positif. Et Boris Cyrulnik, qui est un médecin reconnu dans la pensée, dans le positif, dans l'optimisme, nous dit « il faut comprendre que le pessimisme ou l'optimisme n'ont rien à voir avec la réalité, ils sont fonction de la représentation que je me fais de cette même réalité. » En fait, c'est moi qui vais me dire comment j'ai envie de lire le monde qui m'entoure. J'ai le choix. J'ai toujours le choix de lire ce monde. Soit je veux être un spectateur du monde, soit je veux être un acteur du monde. Et en fait, un chef d'entreprise doit être un acteur du monde s'il veut développer son entreprise, s'il veut réussir son entreprise. Et ça me semble important
que chacun d'entre nous soyons conscients que ce monde évolue, change et que nous devons nous adapter. Alors souvent, on dit qu'un optimiste ne voit pas la réalité. Vous connaissez la parabole du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Alors je voudrais vous dire quelque chose d'important. Est-ce qu'un optimiste, c'est un utopiste, et est-ce qu'un pessimiste est un réaliste? Non. Dans les deux cas, les deux voient la même réalité. Dans les deux cas, les deux voient le même événement. C'est l'analyse de l'événement qui est radicalement différente. Les Asiatiques ont cette expression, ils disent « aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces ». Ce qui veut dire que je peux toujours regarder le yin ou le yang. Mais elle a toujours deux faces, elle est fine. L'événement est l'événement. Je dirais même plus, l'événement est neutre. Et donc, si je reprends la parabole du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, le pessimiste ou l'optimiste voit le même verre, il est à moitié rempli. Sauf que l'analyse est radicalement différente. En fait, c'est ma pensée qui fait ce choix-là. C'est ma façon de voir le monde, c'est ma façon de penser qui fait que je vais voir les événements complètement différemment. Alors je voudrais vous proposer un petit exercice. Je vais vous montrer une vidéo. Cette vidéo, c'est un métro, vous le verrez, qui avance. Mais vous pouvez, au gré de votre pensée, le faire reculer, le faire avancer, le faire reculer, le faire avancer, le faire toujours reculer, le faire toujours avancer. En fait, avec cette vidéo, vous voyez si vous avez envie de faire avancer le monde ou si vous avez envie de faire reculer le monde. C'est votre choix et uniquement votre choix. Alors, pour développer son entreprise, pourquoi doper son optimisme? Et pourquoi avoir un management basé sur l'optimisme? En préambule, je voudrais vous rappeler quand même quelque chose. Très souvent, le chef d'entreprise, c'est lui-même le capitaliste, c'est lui-même qui a mis le capital dans la société. Et en fait, on sait très bien que ce capital est fait pour construire du patrimoine qui va servir soit pour la retraite, soit pour la succession. Et ce patrimoine est financé par le bénéfice de la société. Et le bénéfice de la société, c'est la résultante des recettes et des charges. Mais c'est surtout la résultante d'un management. On sait très bien aujourd'hui que mettre l'optimisme de l'entreprise peut permettre de gagner des gains de productivité de plus de 15%. C'est absolument énorme. Alors, pourquoi doper son optimisme? Pourquoi mettre donc ce management d'optimisme? Le premier point, c'est qu'un optimiste, c'est quelqu'un qui voit les opportunités. Et c'est très important aujourd'hui, dans une société qui bouge, dans une société en mouvement, dans une société en changement. Bien sûr, je peux regarder la menace. Je suis entouré d'événements, des lois, des contraintes, la concurrence, le social, et je peux voir que la menace. Ou je peux me dire, sur cet événement-là, je vais regarder l'opportunité. Qu'est-ce que je peux tirer de cet événement-là? Comment je peux l'adapter pour progresser? Et l'optimiste, c'est quelqu'un qui va toujours être sur l'opportunité. Vous vous rendez bien compte que si, en tant que chef d'entreprise, je suis en train de regarder les opportunités plutôt que les menaces, je vais avancer beaucoup plus vite. Mais si l'ensemble de mes collaborateurs sont sur cette vision d'opportunité, c'est toute l'entreprise qui va se développer de façon considérable. Premier point, l'optimiste est quelqu'un qui voit les opportunités. Deuxième point, un optimiste, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. En fait, l'optimiste est un caméléon. C'est quelqu'un qui ne va pas rester figé sur des certitudes. C'est quelqu'un qui va dire « Ok, le monde bouge, le monde évolue, mon entreprise doit s'adapter, c'est comment moi,
je vais m'adapter par rapport à ce monde. Ce sont des gens qui aiment aller en formation. Ce sont des gens qui aiment changer. Ce sont des gens qui aiment évoluer. Pourquoi? Parce qu'ils sont optimistes, parce qu'ils ont choisi d'être un acteur du monde, un acteur de l'évolution, un acteur de l'avenir, plutôt qu'un spectateur du passé. Vous voyez bien pourquoi il est important de mettre ce management dans l'entreprise. Je lis les opportunités et je sais m'adapter. Mais troisième point aussi, très important. On le sait aujourd'hui, un optimiste, c'est quelqu'un qui est en meilleure santé. Pourquoi? Parce que l'optimisme, comme le sport, comme la méditation, crée ce qu'on appelle des endorphines. Les endorphines, c'est du doping, ce sont les hormones du bonheur, les hormones du bien-être. Et donc, à partir du moment où je vais mettre de l'optimisme dans l'entreprise, je vais faire que mes collaborateurs soient beaucoup plus heureux. Étant plus heureux, ils vont créer naturellement des hormones du bien-être, des hormones du bonheur. C'est important que mes collaborateurs soient bien. Premièrement, parce que déjà, c'est ma mission. Deuxièmement, parce qu'on voit qu'il y a moins d'absentéisme quand les gens sont heureux d'être au travail. Très important, un optimiste, c'est quelqu'un qui est en meilleure santé. Alors, s'il est en meilleure santé, que va-t-il se produire, à votre avis? Bien évidemment, il va mieux gérer le stress. Et nous sommes dans une société de stress. Nous avons des pressions, nous avons des objectifs, nous avons des résultats à avoir. Et donc, vous voyez bien que quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui va être sur la lecture du monde positif, qui va être en meilleure santé, va beaucoup mieux gérer son stress. Et parce qu'il gère mieux le stress, il va être beaucoup plus créatif. Et ce qu'on demande aujourd'hui à une société, à des collaborateurs, c'est d'être beaucoup plus créatif. Vous voyez, en fait, l'optimisme, comme disait Baden-Powell, le créateur du scoutisme, c'est une forme de courage qui mène aux résultats positifs et qui encourage toutes les personnes à être dans une dynamique positive. Maintenant, je vous propose de vous arrêter un petit peu, de prendre une feuille blanche ou un cahier, un stylo et de répondre à un petit exercice. Première question que je vous propose, vous-même, comment lisez-vous le monde? Comment appréhendez-vous ce monde? Êtes-vous un spectateur du monde ou êtes-vous un acteur du monde? Êtes-vous du genre c'était mieux avant ou êtes-vous du genre on va créer ce nouveau monde? Prenez quelques minutes pour répondre à cette question. Deuxième question. Vous-même, êtes-vous quelqu'un qui regarde les opportunités? Êtes-vous quelqu'un qui aime s'adapter? Êtes-vous quelqu'un qui est en bonne santé? Avez-vous déjà fait la relation entre l'optimisme et la santé? Êtes-vous créatif? Comment êtes-vous en fait dans l'entreprise? Comment est votre positionnement? Et puis, si vous êtes chef d'entreprise, globalement, comment sont vos collaborateurs? Est-ce que ce sont des gens qui sont toujours en train de, entre guillemets, râler? Est-ce que ce sont des gens positifs? En fait, c'est quel est mon mode de management? Qu'est-ce que je mets en place dans l'entreprise pour que mes collaborateurs soient heureux? Qu'est-ce que je mets en place dans l'entreprise pour que mes collaborateurs soient optimistes? Écoutez, je vous laisse répondre le temps qu'il faut. Mais cette évaluation de notre mode de management, cette évaluation de notre façon d'être, cette évaluation de notre lecture du monde est essentielle pour développer nos entreprises.
Alors, maintenant que je vous ai dit que le monde était en évolution, mais ça vous le savez, maintenant que je vous ai dit que c'était nécessaire d'être optimiste dans l'entreprise, mais ça vous le saviez aussi, je vais vous dire comment on dope son optimisme, comment on développe l'optimisme de soi-même ou de ses collaborateurs. Alors, est-ce que c'est facile d'être optimiste? Non. C'est plus compliqué d'être optimiste que d'être pessimiste. Du reste, Alain, le grand philosophe du bonheur, nous dit « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Il faut effectivement une volonté importante pour être optimiste. Effectivement, nous sommes entourés d'événements négatifs. Les médias nous montrent tous les jours le monde, les malheurs du monde, plutôt que nous montrer les bonheurs du monde. Alors, comment devenir optimiste? Soit je décide d'être une personne à problème, soit je décide d'être une personne à solution. Et dans notre management, être une personne à problème ou être une personne à solution vont donner deux résultats complètement différents. Exemple, quelqu'un vient dans mon bureau et me donne un problème. Et je lui réponds, c'est vrai, c'est un problème. Est-ce qu'à votre avis, nous allons trouver la solution? Bien sûr que non. Et la personne ne viendra plus me voir puisqu'elle vient avec son problème et que je lui dis, effectivement, c'est un problème. Je suis une personne à problème. Ou je peux être une personne qui crée des problèmes là où il n'y en a pas. Ou alors je suis une personne à solution. Je reprends le même exemple. La personne vient me voir dans le bureau et me dit, j'ai un problème. Et je vais lui dire, ben, on va trouver la solution. Et là, c'est complètement différent parce que je vais être sur la construction d'un résultat plutôt que sur la constatation d'un échec. Alors, quel est le schéma de la réussite? D'abord, nous avons fixé un objectif, ce qu'on appelle un résultat. Ce résultat, il n'y a que deux solutions. Soit il est atteint, soit il n'est non atteint. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'était pas loin. On était à 99%. 99%, c'est un résultat non atteint. Parce que peut-être que dans notre société, 1%, ce n'est pas grave. Mais peut-être que dans une autre société beaucoup plus grande, 1%, c'est dramatique. Donc ce résultat, où il est atteint, ou il n'est pas atteint. Alors vous allez me dire, ok, mais ça je sais. Mais comment fait-on pour atteindre le résultat? On le fait en se mettant en action. Et là aussi, il y a deux paramètres. Soit je fais des actions légères, et je n'aurai pas le résultat. Soit je fais des actions massives et je vais atteindre le résultat. Aujourd'hui, dans un monde en mouvement, dans une économie compliquée, dans un monde qui bouge, les actions légères n'entraîneront jamais le résultat escompté. Ce sont toujours les actions massives qui entraîneront le résultat escompté. Alors vous allez me dire, très bien, j'ai compris, mais ça je le savais qu'il fallait se mettre en action pour atteindre un résultat. Mais quelle est l'essence de l'action? L'essence de l'action, le carburant de l'action, c'est l'énergie. Cette énergie qui est soit élevée, soit basse. Alors, ça doit vous arriver aussi à vous, parfois le matin, de ne pas avoir d'énergie. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive de ne pas avoir d'énergie. Or, je sais que c'est l'énergie élevée qui va me donner envie de me mettre en action et qui va me donner les clés pour atteindre ce résultat-là. Je sais que si j'ai une énergie basse, je ne vais pas avoir envie de travailler, je ne vais pas avoir envie de me mettre en action et que je n'aurai pas le résultat escompté. Donc le matin, moi, il m'arrive de ne pas avoir d'énergie, puisque vous savez, souvent, c'est le matin que nous n'avons pas d'énergie, nous avons une baisse d'énergie. Alors, je vais vous donner une clé qui peut-être va vous paraître étonnante, peut-être même un peu simpliste. La première chose que je fais, quand le matin je suis en énergie basse, c'est d'aller sourire à la personne avec qui je vis, c'est d'aller sourire à mon conjoint, de lui dire bonjour. Étonnamment, comme la vie est miroir, je vais avoir ce sourire aussi, je vais avoir un bonjour positif. Et la deuxième chose que je fais, c'est d'aller sourire à la personne avec qui je vis depuis très très longtemps, avec moi-même. Et je vais me mettre devant un miroir et je vais sourire. Et comme la vie est miroir, je vais avoir ce sourire aussi. Parfois, je fais des grimaces et je vois que ce miroir me rend des grimaces. En fait, c'est ça la vie. La vie, c'est que quand je donne un sourire à quelqu'un, il me rend un sourire. Quand je donne une grimace, il me donne une grimace. Mon management, c'est ça. Le management du bien-être ou le management de l'optimisme, c'est donner des points positifs à ses collaborateurs pour qu'ils vous redonnent des points positifs. C'est donner des points optimistes pour qu'ils vous redonnent des points
optimiste. Et là, je mets les personnes en énergie élevée, plutôt qu'en énergie basse. On a bien compris, énergie élevée, action massive, résultat, énergie basse, action légère, pas résultat. Vous allez me dire, très bien, mais comment je crée cette énergie? Comment je fais cette énergie élevée? Comment je crée cette énergie basse? Peut-être inconsciemment. Eh bien, ce sont nos émotions. J'ai deux types d'émotions. J'ai les émotions limitantes. Qu'est-ce que j'ai comme émotion limitante? La haine, la jalousie, la colère, le ressentiment, qui sont aussi appelées des émotions de rejet. On n'a plus envie d'être avec cette personne-là. On la fuit. Ou alors j'ai les émotions dynamisantes. L'enthousiasme, le positif, l'optimisme, le rire, qui sont des émotions qu'on appelle d'adhésion. J'ai envie d'être avec cette personne-là. J'ai envie d'être managé par cette personne-là. C'est ça, la culture de l'optimisme ou du pessimisme. Avez-vous remarqué comme parfois, quand le matin nous ne sommes pas bien, et que nous laissons nos émotions limitantes prendre le dessus, comme nos collaborateurs peuvent nous fuir. Ah, aujourd'hui, il ne faut pas aller le voir. Il est de mauvaise humeur. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, il ne se passe rien, ou j'ai une baisse d'énergie, pas d'action, et donc pas de résultat. Alors, vous voyez, il faut dans l'entreprise mettre des émotions positives, des émotions d'adhésion, plutôt que des émotions de rejet. C'est tout mon management qui va faire le résultat de mon entreprise. Très bien. Mais alors les émotions, comment je les crée? Et les émotions, je les crée par ma pensée, ma façon de penser. Si je pense négatif, je me donne des émotions de rejet. Je me mets une énergie basse. Je crée des actions légères et je ne suis pas dans le résultat. Si je pense positif, si je pense que ce monde est en mouvement, j'ai besoin d'être un acteur, si je pense qu'on va réussir, si je pense que mes collaborateurs sont des personnes positives, je vais avoir des émotions d'adhésion, je vais donner de l'énergie élevée, je vais mettre tout le monde en action et nous allons avoir le résultat. C'est ça la théorie de l'optimisme. C'est ça le principe du résultat par l'optimisme. Et je voudrais conclure cette partie-là par une citation du Dalai Lama qui dit « Fais attention à ta pensée, elles deviennent tes paroles. » Ah, je ne voulais pas le dire. Oui, mais on l'a dit parce qu'inconsciemment on le pensait. Fais attention à tes paroles, elles deviennent tes actes. Fais attention à tes actes, ils deviennent tes habitudes. Fais attention à tes habitudes, ils deviennent ton caractère. Fais attention à ton caractère, c'est ton destin. En fait, fais attention à tes pensées, elles sont ton destin. Ma façon de penser va entraîner mon destin personnel, mais aussi le destin de mon entreprise, les résultats de mon entreprise. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, comment je vais mettre l'optimisme dans l'entreprise, et ceci est terriblement important pour avoir de bons résultats. Alors, je vous propose de nouveau un petit test, un petit exercice, mais qui va durer toute la semaine. Vous allez reprendre votre cahier, peut-être vous pouvez appeler cahier de la réussite, cahier de l'optimisme, cahier du bien-être, comme vous voulez. Et ce que je vous propose, c'est de regarder tout au long de la semaine ce qu'il se passe. Quelle est votre façon de penser? Tous les soirs, notez la façon de penser que vous avez eue dans la journée. Est-ce que vous avez dit on va réussir? Ou est-ce que vous avez dit c'est la faute aux autres? Est-ce que vous avez vu des choses positives dans votre entreprise ou des choses négatives? Notez votre façon de penser. Deuxième test, c'est regarder les émotions que vous distribuez tous les jours. Est-ce que vous distribuez des émotions de rejet ou est-ce que vous distribuez des émotions d'adhésion? Par exemple, le matin,
Est-ce que vous dites bonjour avec le sourire à vos collaborateurs? Ou est-ce que l'air renfrogné, vous rentrez dans votre bureau et vous fermez la porte et pour que personne ne vous voie et vous sortez le soir? Ou au contraire, avez-vous ce management de proximité, ce management où on s'intéresse aux gens, ce management où on donne de l'optimisme, où on donne du positif? Regardez les émotions que vous distribuez. Émotions limitantes ou émotions d'adhésion. Et puis par rapport à ces émotions-là, sur la semaine aussi, regardez bien l'énergie de votre entreprise, l'énergie de vos collaborateurs. Je vais même vous proposer quelque chose. Vous êtes quelqu'un déjà d'optimiste, déjà de positif. Donnez encore plus d'émotions dynamisantes. Vous allez voir comme vos collaborateurs vont se mettre dans une énergie extraordinaire. Vous pouvez voir dans une semaine le changement de toute une équipe. Regardez aussi la façon de travailler des personnes. Regardez bien si elles sont des actions légères, si elles font des actions massives. Regardez bien leur façon de travailler. Et dites-vous bien que c'est notre management qui donne leur façon de travailler. Que la motivation vient de nous. Notre motivation qui fait que les gens ont envie d'être acteurs. Et puis, regardez un peu les résultats. La conséquence sur les résultats. Faites cela une semaine. Je vous assure, vous allez être étonné des changements, de vos changements. Tout à l'heure, vous avez vu le métro qui avance ou qui recule suivant votre façon de penser. Vous l'avez fait avancer, vous l'avez fait reculer. Vous pouvez faire pareil avec votre entreprise. Vous pouvez faire pareil avec vos collaborateurs. Je peux les faire avancer ou les faire reculer. Faites ce test pendant une semaine. Notez bien. Et puis, une fois que vous avez fait ce test, notez les modifications d'attitude, les modifications de management que l'on pourrait mettre pour que ces personnes-là, tout d'un coup, deviennent heureuses, optimistes et travaillent de façon encore plus positive dans l'entreprise. Regardez bien, faites-le, vous allez être étonné. Alors, je voudrais vous parler de la pensée. Savez-vous que nous avons, chaque 24 heures, à peu près 60 000 pensées? C'est très important, me direz-vous. Mais savez-vous aussi que sur ces 60 000 pensées, nous avons à peu près 40 000 pensées négatives? Alors, puisque on le voit pour atteindre le résultat, il faut avoir une pensée positive plutôt qu'une pensée négative. Comment je fais pour passer d'une pensée négative à une pensée positive? Eh bien, c'est très simple. Regardez les grands champions. Regardez par exemple les tennismen. Regardez ce qu'ils font entre deux points. Ils touchent le col de leur t-shirt, ils vont toucher leur short, ils vont taper les balles, ils vont regarder l'entraîneur, ils vont prendre la serviette auprès du ramasseur de balles. Ils ont ce qu'on appelle un rituel. Ils ont ce qu'on appelle un ancrage. Pourquoi? Parce que l'on sait que l'on a 7 secondes pour changer de pensée. J'ai 7 secondes pour passer d'une pensée négative à une pensée positive. J'ai aussi 7 secondes pour faire l'inverse, bien évidemment. Mais à quoi ça sert? 7 secondes pour changer de pensée négative à pensée positive. Si je ne change pas dans les 7 secondes, je vais avoir de nouveau une pensée de même nature. Et je peux avoir donc un train de pensée négative ou un train de pensée positive. Pensez à ça. Quand vous avez une pensée négative, dites-vous bien, j'ai 7 secondes pour switcher, 7 secondes pour changer, et rappelez-vous les sportifs, rappelez-vous l'exemple du tennisman. Et pourquoi pas? Et si vous mettiez un ancrage? Quand vous avez une pensée négative, vous vous disiez, tiens, comment je vais faire pour avoir cette pensée positive? Ben, ça va être notre prochain exercice, se mettre un ancrage pour une pensée positive.
Alors, comment créer cet ancrage? Premier point, vous allez vous souvenir d'un moment extraordinaire, d'un moment formidable, d'un moment qui dans votre vie a été un souvenir inoubliable. Allez-y, fermez les yeux, pensez à ce moment. Je vous laisse 15 secondes. Ça y est, vous y pensez? Maintenant, vous prenez votre main droite ou votre main gauche et vous allez toucher une partie de votre corps, votre poignet, votre coude, votre épaule, peu importe. Et vous allez faire le même exercice. Allez, le poignet peut-être. Allez, le poignet, vous serrez votre poignet gauche en pensant de nouveau pendant 15 secondes à ce moment inoubliable, ce moment magnifique. Allons-y, fermez les yeux et pensez-y très fort. Voilà, vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas très bien réussi, ce n'est pas très grave, vous le ferez de façon plus approfondie chez vous. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Chaque fois que vous aurez une pensée négative, vous savez que vous avez 7 secondes pour la switcher. Ce que vous allez faire, c'est que vous prendrez votre poignet gauche, automatiquement, c'est ce qu'on appelle l'ancrage, viendra dans votre subconscient et dans votre inconscient le souvenir de ce moment merveilleux qui va vous permettre de switcher votre pensée et passer d'une pensée négative à une pensée positive. Allez-y, faites-le, vous allez voir comme tout d'un coup la vie devient complètement différente. Voilà, maintenant nous avons vu que l'optimisme, c'est la lecture du monde, la lecture positive de ce monde, que je suis un acteur de ce monde. Maintenant que nous avons vu que l'optimisme, c'est aussi un état d'esprit, c'est ma façon d'être, nous allons pouvoir travailler sur la réussite. Et nous allons voir maintenant la formule fondamentale de la réussite en 4 points. Premier point de cette formule fondamentale de la réussite, c'est de savoir précisément ce que je veux. C'est d'être clair sur les objectifs. Vous l'avez vu, de l'objectif va dépendre le résultat. Il faut absolument que je sois clair là-dessus. Et je vous propose un objectif SMART. Vous connaissez cet acronyme SMART. Des objectifs spécifiques, des objectifs mesurables, des objectifs atteignables, des objectifs réalisables et dans un temps donné. Je voudrais vous donner un exemple très personnel. Une année, j'avais envie de faire un marathon. Et donc, je me suis inscrit au marathon avec mon épouse. Est-ce que c'est un objectif SMART? Bien évidemment, je m'étais inscrit 1 an à l'avance. Il était spécifique, oui, c'était un marathon. Ce n'était pas un 20 km, ce n'était pas un 10 km, c'était un marathon spécifique. Est-ce qu'il était mesurable? Bien évidemment. Un marathon, on sait, c'est 42 km 195. On sait le temps que l'on peut mettre par rapport à ses capacités. Est-ce qu'il était atteignable? Oui, parce que j'avais 1 an d'entraînement. C'était tout à fait atteignable. Est-ce qu'il était réalisable? Il fallait simplement que je me forme, il fallait que je m'entraîne dans un temps donné, bien évidemment, dans le temps donné que j'avais moi-même défini. Un objectif SMART, un objectif précis, va permettre de travailler sur la formule fondamentale de la réussite. Et trop souvent, nous n'avons pas ces objectifs super précis. Le deuxième point de cette formule fondamentale de la réussite, c'est de mettre tous les moyens pour atteindre ces objectifs. C'est de travailler avec des actions massives. Nous l'avons vu déjà tout à l'heure, des actions massives. Il n'y a pas de résultat aujourd'hui sans actions massives. Je le répète, mais c'est terriblement important. Je voudrais donner cette expression qui est « quand les temps sont durs, c'est le temps des durs ».
C'est notre temps, à nous les optimistes. C'est le temps des gens qui veulent vraiment se mettre en action. Et les actions massives, c'est ce qui va faire qu'on va atteindre ce résultat, la précision de ce résultat-là. Le troisième point, c'est de se donner beaucoup de souplesse, d'être complètement adaptable, de ne pas être figé, on a toujours fait comme ça. Non, c'est d'être, on l'a vu tout à l'heure, un espèce de caméléon, quelqu'un qui s'adapte constamment, 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 constamment. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai un objectif clair, que je suis en action massive, que je mets suffisamment de souplesse pour m'adapter, je vais pouvoir modifier mon comportement. Et en fait, la clé du résultat, la clé de la réussite, c'est la modification de son comportement par rapport à l'environnement. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'une entreprise doit s'adapter à son environnement. Je suis d'accord. Très souvent, on voudrait que ce soit l'environnement qui s'adapte à nous. On voudrait que l'Europe change, que les politiques changent, que l'économie change. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'entreprise qui s'adapte à l'environnement. Et c'est donc les hommes qui doivent s'adapter à l'environnement. La formule fondamentale de la réussite, c'est de savoir s'adapter à l'environnement. Alors je répète les 4 points de cette formule fondamentale de la réussite qui est mise en place par les optimistes, par les personnes qui sont positives, les personnes qui veulent voir leur entreprise se développer. Premier point, avoir un objectif clair et précis. Deuxième point, agir massivement. Troisième point, acquérir de la souplesse. Et quatrième point, modifier son comportement, s'adapter à l'environnement. Je vais vous proposer un exercice encore là. Je vais vous proposer un exercice de validation. Reprenez votre cahier de l'optimisme, vos cahiers du bonheur, vos cahiers du management par le leadership positif, vous l'avez appelé comme vous voulez. Vérifiez vos objectifs. Est-ce que vos objectifs de votre entreprise, est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce qu'ils sont connus par tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien en tête les objectifs précis, les objectifs SMART? Deuxième point, regardez si par rapport à ces objectifs, tout le monde est en action. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui renâclent un peu, qui refusent un peu? Pourquoi? Troisième point, regardez si vous avez mis en place des systèmes souples, des systèmes agiles dans l'entreprise, plutôt que d'avoir mis des systèmes de processus et de process trop rigoureux. Voilà, faites cet exercice, regardez les modifications que vous pouvez apporter, et là aussi vous allez voir comment votre entreprise va se développer et prospérer. Alors, pour mettre en place l'objectif SMART, je vais vous donner un autre acronyme. Le P, D, E, F. P, D, E, F. Et on va démarrer par le F. Le F, c'est quelque chose que je veux faire. Tout ce qui nous entoure a été fait par quelqu'un. Mais il a été fait grâce à quoi? Grâce au P. Ça veut dire qu'avant d'être fait, il a été pensé. Alors ça vous arrive parfois de penser faire quelque chose, mais de ne pas le faire. Moi, ça m'arrive très fréquemment. J'ai une amie qui veut faire du sport. Parfois, elle pense faire du sport, mais elle n'a toujours pas repris le sport. Mais elle vous dit, si, je pense faire du sport, bientôt je vais faire du sport. Vous l'avez ce genre d'exemple dans vos relations, très certainement. Qu'est-ce qui va manquer? Il va manquer PD, le D. Le D de décider. Je décide de faire du sport. Il n'y a pas une réalisation qui n'ait pas fait l'objet d'une décision. Chaque fois que je décide, je fais. Croyez-vous que chaque fois que l'on décide, on fait? Regardez le 31 décembre. C'est la nuit des plus belles décisions. C'est la nuit où on décide d'arrêter de fumer. C'est la nuit où on décide de faire du sport. C'est la nuit où on dit à son conjoint, chérie, je te promets, cette année nous partons en vacances. C'est la nuit des plus belles décisions. Et puis, le lendemain, la personne qui a décidé d'arrêter de fumer, vous la voyez qu'une cigarette, elle vous dit non, pas là, je vais m'arrêter maintenant.
c'est quand même idiot maintenant de m'arrêter, je m'arrêterai un peu plus tard. Et puis vous la voyez, 2 mois, 3 mois, 4 mois, toujours en train de fumer, elle vous explique que bien que la décision qu'elle a prise, elle n'a pas pu la réaliser. Qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué ce fameux E, ce E de l'engagement. On ne peut pas réaliser une action sans un engagement. Il faut donc toujours créer un acte d'engagement. Alors je voudrais vous citer un petit exemple très sympathique de mon amie qui veut justement reprendre le sport. Donc on travaillait avec elle l'autre jour. Elle a dit, ah, ça serait bien si je faisais du sport, je pense depuis longtemps en refaire, etc., etc. Et je lui ai dit, tiens, on va mettre un objectif SMART. Alors, on a décidé d'être spécifique. Ça sera du rameur. Voilà, c'est spécifique. On a décidé que ça serait mesurable, atteignable, réalisable dans un temps donné. Et on a décidé que le 1er mai, à 17 h, je fais 10 minutes de rameur. À votre avis, cette personne va-t-elle réaliser ces 10 minutes de rameur le 1er mai à 17 h? Oui ou non? Non, si elle ne s'engage pas. Si elle ne s'engage pas, peut-être qu'elle trouvera une excuse pour dire ah, j'ai eu un coup de fil en dernière minute. C'était impossible de faire ce rameur. Pourtant, j'avais envie de le faire. J'avais pris la décision de le faire. Je m'étais même préparé. J'avais sorti le rameur. Mais une demi-heure avant, ben non, je ne le fais pas. S'il n'y a pas d'acte d'engagement, je ne me mets pas en action. Alors, quel est l'acte d'engagement que nous avons choisi? Elle en a parlé à tous ses amis. Et tous ses amis ont décidé, 10 minutes avant, de l'appeler pour lui rappeler justement qu'elle s'était engagée à faire ces 10 minutes de rameur. Et ils ont décidé aussi de la rappeler 20 minutes après pour vérifier si elle avait fait les 10 minutes de rameur. Et à votre avis, elle va les faire? Moi, je crois qu'elle va le faire. Voilà, mesdames et messieurs, la formule fondamentale de la réussite. Point 1, objectif SMART, mais objectif engagé. Voyons maintenant les 7 mécanismes de base du succès. Premier mécanisme de base qui est la passion. Effectivement, vous le savez, quand on est passionné, on a envie de créer des choses. Quand on est passionné, on a envie d'élaborer. Quand on est passionné, on a envie de travailler, on a envie de faire. Et donc, je dois, moi, dans mon management, être passionné, mais je dois surtout donner la passion à mes collaborateurs. On va voir tout à l'heure quelles sont les clés. Deuxième clé, deuxième mécanisme, c'est la conviction. Être convaincu de la réussite. La conviction, c'est la foi. C'est-à-dire, je suis sûr que ce que je fais sert à quelqu'un. Je suis sûr que ce que je fais sert à d'autres personnes et qu'en fait, je donne quelque chose de meilleur au monde. Cette conviction, quand je crée une entreprise, quand je gère une entreprise, quand je développe une entreprise, est fondamentale. Ces clés-là, ce sont les optimistes qui les portent. Troisième clé, qui est la stratégie. Est-ce que tout le monde connaît la stratégie de mon entreprise? Est-ce que tout le monde sait où nous allons? Est-ce que tout le monde est clair avec ça? Est-ce que moi-même, je suis clair sur ma stratégie? Est-ce qu'elle est élaborée? Est-ce que je connais le chemin? Est-ce que je connais l'objectif? Est-ce que je connais les buts? Quatrième clé, c'est la clarté des valeurs. Je voudrais m'arrêter un petit moment sur la clarté des valeurs. Chaque entreprise a une mission. Et il est bon de définir la mission de l'entreprise. À quoi sert l'entreprise? Et plus la mission de l'entreprise est développée, plus mes collaborateurs seront dans la passion, dans la conviction. Plus la mission de l'entreprise est développée, plus mes clients seront aussi dans cette passion, dans cette conviction de venir chez moi. Une fois que j'ai défini la mission, je dois définir la vision de mon entreprise. Où est-ce que je vais la mener? Ça, c'est la stratégie, c'est l'objectif, c'est le but. Et les valeurs, c'est ce qu'on appelle le cadre de référence. Ce qui fait que je vais rester dans ce domaine-là. Il est important pour mes collaborateurs, il est important pour moi d'être clair sur nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut dans ma société? Qu'est-ce qu'on veut dans mon entreprise? Qu'est-ce que je veux définir comme valeur? Qu'est-ce que je veux diffuser comme valeur? Le cinquième point,
On l'a vu tout à l'heure, c'est l'énergie. On a vu cette énergie, comment je la donne. On a vu cette énergie, je la donne par ma façon de penser. On a vu cette énergie, je la donne par les émotions que je vais donner auprès de mes collaborateurs. Cette énergie va rejaillir sur mes clients, va rejaillir sur le développement de mon entreprise, le développement de ma société. 6e point, c'est l'art de se lier. Point très très important. Tout à l'heure, quand je parlais de doper son optimisme, je disais que les personnes avaient de meilleures relations entre elles. Effectivement, l'optimisme, le positif, l'enthousiasme permettent aux personnes de se lier plus facilement. Et si elles se lient plus facilement, elles vont avoir de se lier aux clients, elles vont avoir de se lier aux fournisseurs, elles vont avoir de répondre positivement. Et on l'entend souvent au téléphone. Quand une entreprise va bien, la première communication téléphonique que l'on entend est la standardiste et on entend un sourire. On voit un sourire. On sent une énergie positive dans l'entreprise. Et puis, 7e clé. 7e clé très importante, qui est la maîtrise de la communication. Alors, on peut parler de la communication externe? Non, ce n'est pas de celle-ci dont je vais parler. Je vais parler de la communication interne. Cette communication où on se dit les choses. Vous savez, on a toujours 2 modes de communication. Parfois, je me dis, j'y arriverai. Parfois, je me dis, j'y arriverai pas. Parfois, je me dis, c'est possible. Parfois, je me dis, c'est impossible. C'était Henry Ford, le créateur de la voiture, qui disait à ses ingénieurs, à ses cadres, que vous pensez y arriver ou que vous pensez ne pas y arriver, dans les 2 cas, vous aurez raison. C'est cette communication, ce qu'on appelle le self-talk, ce que l'on se dit, qui est importante. Et cette maîtrise de la communication positive va donner ce mécanisme du succès. Mesdames, Messieurs, ces mécanismes de succès, il faut que je les porte moi-même, mais il faut surtout que je les diffuse à mes collaborateurs. Alors, je vais vous proposer un nouvel exercice prenant en compte les 7 mécanismes de base du succès. Cet exercice, vous le faites déjà pour vous. Et après, si vous voulez le faire auprès de vos collaborateurs, vous leur donnerez cet exercice même. Ce que vous allez faire, c'est noter de 1 à 10 chaque point. Exemple, la passion, dans votre travail, dans votre journée, vous êtes à combien? 1, 2, 3, 4, c'est pas beaucoup. 5, 6, 7, c'est moyen. 8, 9, 10, c'est excellent. Pour la conviction, vous êtes à combien? Entre 1 et 10. Pour l'énergie, vous êtes à combien? Entre 1 et 10. La clarté de vos valeurs, êtes-vous faible? Êtes-vous moyen? Êtes-vous fort? L'énergie, l'art de se lier, la maîtrise de votre communication, combien êtes-vous? Notez bien. Notez bien de 1 à 10 votre score. Ce que vous allez faire après, c'est que vous allez vous donner un objectif. Par exemple, sur la passion, vous êtes à 5, mettons. Vous vous dites, tiens, j'aimerais bien être à 7. Sur la conviction, vous êtes à 7. Vous dites, tiens, j'aimerais bien être à 9, etc., etc., etc. Vous faites ceci sur les 7 points. Une fois que vous aurez noté, vous aurez évalué à combien vous êtes. Une fois que vous aurez fixé l'objectif, vous allez mettre les actes managériaux de façon à augmenter et à atteindre vos objectifs. Vous allez voir de gros changements effectués dans votre entreprise. Ces 7 mécanismes de base du succès sont 7 mécanismes de base mis en place par des gens optimistes, par des leaders, des entrepreneurs qui veulent faire évoluer leur entreprise. Voilà, vous avez décidé d'être optimiste, vous avez modifié votre état d'esprit, vous avez dopé votre état d'esprit. Voyons maintenant les croyances de ces optimistes. Voyons maintenant les croyances de ces leaders qui réussissent. Alors une croyance, ce n'est pas toujours un fait
réalisable. Ce n'est pas toujours un fait réaliste, mais c'est quelque chose que je porte en moi. Première croyance des leaders qui réussissent. Tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Croyance très très forte. Un leader optimiste a la certitude que tout ce qui se passe a une raison. C'est que c'est la conséquence de cause. Et au lieu de blâmer la conséquence, il va aller travailler sur la cause. Nous-mêmes, nous sommes la propre conséquence de nos propres causes. Nous sommes ce que nous avons décidé. L'entreprise est la conséquence de cause, de ce qui a été décidé en amont, de ce qui a été décidé avant. Je ne dois jamais blâmer la conséquence. Je dois chercher la cause et travailler sur la cause. Si je ne suis pas content de ce que j'ai, de ce que je suis aujourd'hui, c'est une conséquence. Je dois aller chercher la cause. Parce que toute action se produit pour une raison précise, quelle est la cause. Et ça doit nous servir. Ça doit nous servir pour faire évoluer l'entreprise. Ça doit nous servir pour modifier notre management. Ça doit nous servir pour être plus fort. Tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Première croyance des optimistes. Deuxième croyance, très importante. Quoi qu'il arrive, assumons-en la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Bien sûr, nous ne sommes pas responsables de tout ce qui arrive, bien évidemment. Mais nous pensons que nous devons assumer la responsabilité de ce qui nous arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma propre croyance à moi, c'est que je suis responsable à 100% de ce qu'il m'arrive. Alors vous allez me dire, mais c'est impossible d'être responsable à 100%. Oui, mais ça veut dire que si je suis à 100% responsable de ce qui m'arrive, j'ai 100% la solution. Si je pense que 50% c'est la faute aux autres, et 50% c'est moi, je n'ai que 50% de la solution. Les autres 50% sont les autres. C'est une croyance très importante parce que c'est une croyance qui va me permettre de m'adapter. C'est une croyance qui va permettre de travailler sur mon environnement. C'est une croyance qui va permettre de regarder les opportunités plutôt que les menaces. C'est une croyance de responsabilité, d'optimisme très fort. Quoi qu'il arrive, assumons-en la responsabilité. Deuxième croyance. Troisième croyance. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Croyance importante. Il n'y a jamais d'échec. Il n'y a que des résultats que nous n'avons pas escomptés, que nous n'avons pas voulu. Mais c'est un résultat, ce n'est pas un échec. Et cette croyance est très importante. Pourquoi? Parce que si je diffuse auprès de mes collaborateurs qu'il n'y a jamais d'échec, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais mettre de la créativité, je vais mettre de l'autonomie, je vais mettre de la délégation. Alors que si je dis, ne faites pas d'échec, mais c'est simple, je vais arrêter la créativité, je vais arrêter l'autonomie, je vais arrêter la responsabilité. Il n'y a jamais d'échec. Je voudrais vous citer quelques exemples d'échecs extraordinaires. Savez-vous que l'électricité est un échec? Savez-vous que la pénicilline est un échec? Savez-vous par exemple que le post-it est un échec? Et puis savez-vous que la tarte tatin est un échec? Vous imaginez un peu si on avait refusé l'échec? Si on avait dit à ces gens-là, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Non, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des résultats. Ça veut dire que, à partir du moment où je pense qu'il y a un résultat, je dois analyser le résultat. Peut-être que cet échec, c'est un résultat qu'on n'escomptait pas et c'est une super réussite pour la suite. Troisième croyance des optimistes qui réussissent. Quatrième croyance des optimistes qui réussissent. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Très important. Vous savez, il y a des directeurs de ressources humaines, DRH. Et moi, je leur dis, soyez des directeurs de richesse humaine. Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce qu'une ressource, entre guillemets, je l'exploite. Et quand elle ne peut plus donner, qu'est-ce que je fais? Je m'en sépare. Alors qu'une richesse, ce que je veux, c'est qu'elle soit toujours plus belle. Si je considère que mes collaborateurs, ce sont des richesses, je vais mettre en place des modes managériales pour qu'ils évoluent, pour qu'ils se forment, pour qu'ils soient toujours plus forts, pour qu'ils donnent toujours plus à l'entreprise, pour qu'ils soient heureux dans l'entreprise. Un optimiste qui réussit,
c'est quelqu'un qui pense que ses collaborateurs ne sont pas une ressource. C'est quelqu'un qui pense que ses collaborateurs sont une véritable richesse. Ses collaborateurs, ce sont des diamants et ils font tout effectivement pour les faire briller. Le travail est un jeu. Ah, vous allez me dire, c'est pas tous les jours un jeu le travail. Et pourtant, si dans votre esprit, travailler est un jeu, travailler est une passion, ça va être tellement plus facile. Comment je mets en place ce travail est un jeu? Comment je le mets en place auprès de mes collaborateurs? Réfléchissez à ça. Parce que c'est vraiment important de se dire le travail est un jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des règles du jeu. Ça veut dire que je dois les accepter. Ça veut dire que je dois les diffuser. Et ça veut dire que je dois faire en sorte que chacun s'amuse au sein de mon entreprise. Chacun ait envie de jouer avec moi pour servir les autres personnes. Et enfin, dernière conviction de ces optimistes qui réussissent. Il n'y a pas de réussite sans engagement. On l'a vu tout à l'heure avec le PDEF. On ne peut pas réussir si on ne s'engage pas. Je vous engage, moi, si vous voulez réussir à être optimiste, à être positif, à être enthousiaste. Je vous engage à prendre en compte ces convictions des leaders qui réussissent, ces convictions des optimistes qui réussissent. Alors, il est temps de conclure. Et je voudrais conclure par une parabole. Je voudrais conclure par une histoire. Nous sommes au pays des grenouilles. Et chaque année, au pays des grenouilles, il y a un concours qui va désigner la grenouille de l'année. Celle qui va gagner ce fameux concours. Ce jour-là, le stade est plein. La compétition va démarrer. Et la grenouille qui sera la grenouille de l'année sera celle qui aura fait un tour de stade et qui, après le tour de stade, montera en haut d'un mât de cocagne et arrivera la première. Plus de 100 grenouilles sont sur le point de départ. Mais ce jour-là, le temps est exécrable. Il pleut, il vente, il grêle. Les spectateurs autour disent « mais on ne peut pas parcourir, on ne peut pas concourir, on ne peut pas faire partir cette compétition. L'environnement est défavorable. Les gens sont négatifs, sont pessimistes sur la suite de la course. Et on se demande si la compétition va avoir lieu. On se demande si les 100 grenouilles vont partir. Mais la compétition est la compétition. La course est la course. On n'arrête pas la course parce que l'environnement est défavorable. On n'arrête pas la course parce que les gens disent qu'on n'y arrivera pas. Pas! Ça démarre. Les grenouilles partent, mais elles écoutent, elles entendent ce public qui dit « c'est inhumain, on n'y arrivera pas, il faut arrêter la course ». Et petit à petit, que pensez-vous qu'il arrive? Petit à petit, les grenouilles abandonnent. Les unes après les autres abandonnent. C'est inhumain, on n'y arrivera pas. Pourquoi on me fait faire ça? Et puis au pied du mât de cocagne, seules 4 grenouilles s'apprêtent à le grimper. Et là, le public dit, c'est impossible, le mât tangue avec le vent, elles vont s'écraser, elles vont tomber, ça va glisser. 3 grenouilles abandonnent et une seule arrive en haut. Une seule n'a pas abandonné sur les 100. Alors les journalistes étonnés, bien sûr elle est applaudie. Tous les gens disent bravo, on savait qu'elle y arriverait. Et les journalistes disent, on va aller l'interviewer. Alors, Madame la grenouille, vous êtes arrivée. Vous êtes la seule à être arrivée. Comment avez-vous fait? Et la grenouille ne répond pas. On la trouve un peu hautaine. Deuxième journaliste, Madame la grenouille, comment avez-vous fait pour arriver avec ce temps, avec ce froid, avec cette grêle? Et la grenouille ne répond toujours pas. Troisième journaliste, au moment où il va poser la question, ils s'aperçoivent tous que la grenouille est sourde. Alors, mesdames et messieurs, parfois, le temps est compliqué. Parfois, les circonstances sont difficiles. Parfois, l'environnement est très dur. Mais la compétition est la compétition. Je dois continuer à avancer. Et j'ai le choix. J'ai le choix d'écouter tous ces gens qui nous disent qu'on n'y arrivera pas. Et je vais abandonner. J'ai le choix d'être sourd aux gens défaitistes,
aux gens pessimistes, aux gens qui vous disent que c'est impossible à faire. Et là, je vais arriver. En fait, pour arriver dans la compétition, pour gagner la compétition, il faut être optimiste, positif, enthousiaste et surtout s'entourer de ces personnes enthousiastes, positifs, optimistes. Et là, je vous assure que vous allez voir comme l'optimisme peut doper vos entreprises. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette formation. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis peut-être à très très bientôt.